tous leurs états. Un des leurs a été tué par balle dans la nuit du jeudi à Ouest Foire. La famille du défunt attristée réclame la justice. Les syndicalistes, de leur côté, élaborent un plan d'action à partir de ce jour. Les détails avec Ibrahim Fall. Des cris, des visages crispés, des collègues inquiets. Voilà ce que vivent les taximans après le meurtre de Ibrahim Samb. Ses proches réclament justice. Nous interpellons directement le président de la République et le ministre de l'Intérieur qu'ils prennent leurs responsabilités, à savoir défendre les taximans. L'oncle du défunt ne trouve pas les mots pour qualifier cet acte. J'ai été informé à travers la radio qu'un taximan a été tué du nom de Ibrahim Samb, ce qui m'a fait tiquer, surtout qu'il prépare un mariage. Je me suis dit que c'est mon neveu. Ses sœurs m'ont confirmé l'information, mais c'est inadmissible. Il devait se marier le 12 novembre prochain. Je m'en reviens pas. Unis comme un seul homme, les syndicalistes comptent mener le combat. Dans un premier temps, nous avons demandé un arrêt de travail de 2 jours, aujourd'hui et demain, pour ne serait-ce que manifester la solidarité qu'on a devant M. Samb. Je l'ai regroupé pour les donner l'information qu'on doit se réunir à 15 h au moment des discussions que la gendarmerie a envoyé ces lieux et ils ont commencé à prendre ces gens-là. Ils vont prendre un nombre et ils les ont embarqués. C'est ça le problème. Nous sommes devant la gendarmerie pour pouvoir discuter avec les responsables de la gendarmerie pour voir la suite. La victime Ibrahim Samb a été tuée par balle par un individu suite à une dispute houleuse. L'assassin se trouve entre les mains de la gendarmerie de Ouest Foire. Après le meurtre de leurs camarades, des taximens ont initié un mouvement d'humeur à la station de service de Nord Foire. Des témoins reviennent sur le film du drame dans ce reportage d'El Haj Moussabey. Du sable sur le sang de la victime tacheté à même le sol et une toile servant de couverture décore la scène du crime. Les faits se sont déroulés dans la nuit du jeudi au vendredi au niveau de cette station de service située près de la SDE du quartier Nord Foire. 7200. J'ai vendu du carburant à la victime à 7200 francs. Il a par la suite fait demi-tour pour sortir au même moment où le tueur entrait pour se diriger à la 3e pompe. Et ils se sont croisés mais ne se sont pas touchés. C'est là que tout a commencé. L'assassin est sorti de son véhicule et a infligé un coup de poing au taximan. Il est à nouveau entré dans sa voiture pour sortir une arme à feu. Il tire une sommation, tire sur le pneu du taxi et pointe son pistolet sur la tête de la victime. Cette dernière, en ripostant, a reçu sur le cou une balle et le tueur reprend tranquillement sa direction. C'est à 22h40 qu'il lui a tiré la balle. 22h40. La victime, un taximan répondant au nom de Ibrahim Samb, a été atteint par balle à bout portant à la tête. Il a aussitôt rendu l'âme. Choqués par le drame, les camarades de la victime ont préféré faire dans l'état de siège aux alentours de la RN12. Nous ne sommes plus en sécurité. C'est trop facile de tuer un taximan de cette manière ignoble. Ce gars est un rancunier. Les forces de l'ordre ont arrêté nos camarades. Je juge normal de manifester notre colère. Si l'un de nous a été sauvagement abattu, nous sommes des citoyens comme tout le monde. Nous avons entendu des gendarmes dire que le tueur peut nous offrir des taxis. Pour quelle raison cela? Pourquoi? Des responsables du transport qui ont également fait le déplacement appellent au calme et réclament plus de considération. Ces forces de l'ordre n'ont qu'à laisser les transporteurs manifester leur colère, car elles auraient agi autrement si c'était une de leurs proches. Nous allons nous regrouper et nous appelons tous les transporteurs à venir. Et puis nous prendrons des décisions pour l'appliquer. Beaucoup d'arrestations ont été notées du côté des manifestants et des matériels de la presse confisqués par les forces de l'ordre. Ces taximans exigent la libération de leurs camarades.
Un arrêt de travail de 48 heures a été décrété par le syndicat national des transporteurs routiers du Sénégal. Gorehuma et compagnie veulent ainsi manifester leur mécontentement suite donc au meurtre d'Ibrahima Samb. Ils entendent organiser une assemblée générale après l'inhumation du défunt pour diagnostiquer les maux de leur secteur, nous dit Abigail. Le but de l'arrêté de travail décrété ce vendredi par le syndicat des transporteurs routiers est de calmer l'esprit des taximens. Selon Gorehuma, cette décision est reportée jusqu'après l'inhumation du chauffeur Ibrahima Samb. Moi, je suis coordinateur, je suis un leader, mais je ne peux pas dire que demain, il y aura grève. Pourquoi je dis demain, aujourd'hui et demain? Et pratiquement, il faut un arrêt de travail. C'est pour calmer les esprits des jeunes. Parce que c'est un jeune qui est mort, qui était même qui devait même se marier le 12. Donc, ces camarades jeunes, ils ont le champ chaud. Mais quand j'ai fait cette déclaration, ils se disent que, alhamdulillah, donc il y a un leader à côté de nous. C'est pour calmer les esprits. Le syndicat dénonce ce qu'il qualifie d'insécurité dans leur travail. Les forces de l'ordre interdisent aux taximens de se munir d'armes. Mais souvent, les clients nous attaquent. Et nous ne pouvons pas nous défendre. La levée du corps du taximan Ibrahima Samb a eu lieu ce vendredi après son inhumation prévue à Morolan. Le syndicat des transporteurs routiers compte tenir une assemblée générale pour diagnostiquer leurs maux. Le président du syndicat de l'Union des groupements des transporteurs du Sénégal, outré par le meurtre d'Ibrahima Samb, Cheikh Ndiaye Teranga, veut que justice soit faite. Il demande aux autorités étatiques de veiller à leur sécurité. Cheikh Ndiaye Teranga a par ailleurs dénoncé le mutisme des droits de l'homiste face à leur situation. Il prévoit une manifestation dans les jours à venir. Ces propos sont recueillis par Ndeye Aram Touré. Ça s'est passé hier, vers 23h, sur la route de l'aéroport, plus précisément à hauteur de Imprimerie Tangian. On ne peut pas faire nos sécurités à nous-mêmes. Organiser, c'est une chose. Avoir la sécurité, c'est d'autres choses. La sécurité, c'est l'État. C'est l'État qui doit sécuriser les Sénégalais. Parmi les Sénégalais, les chauffeurs de taxi. Les droits de l'homiste, ils sont leurs droits unilatéraux. Parce que si j'ai une autorité ou un politicien ou un journaliste qui a un petit problème, ils ont partagé les médias pour parler. Mais si c'était un chauffeur de taxi tué, et ils considèrent ça comme un mouton qui est mort. C'est des politiciens déguisés. Tenir une journée de protestation dans les jours à venir et demander à l'État que la justice soit faite. En bref, Sidiki Kaba a annoncé l'ouverture d'une enquête suite au meurtre du taximan. Interpellé par les députés qui ont déploré cet incident dramatique, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a déclaré que les sanctions prévues par la loi seront exécutées. Autre actualité aussi, voilà déjà 1 an que l'imam Alioune Ndao est entre les mains de la justice pour apologie du terrorisme. Depuis lors, le manque de preuves devrait suffire pour sa libération, soutient ainsi la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal. D'ailleurs, ces imams crient leur désarroi et exigent sa libération. C'est un reportage signé Ababakar Sadir Top. Voici maintenant 1 an que l'imam Alioune Ndao, arrêté pour apologie du terrorisme, croupit en prison sans preuve ni jugement. Une telle situation pousse la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal à exiger soit son jugement, soit sa libération. Dans une démarche responsable, elle a rencontré à plusieurs reprises les autorités politiques en charge de ce dossier pour s'entendre dire que le dossier de Mouché Ndao sera traité avec toute l'impartialité de la loi et dans les délais raisonnables. Si aujourd'hui nous avons décidé de faire le point en public, c'est parce que nous avons des raisons de nous inquiéter. Tout d'abord, l'imam Ndao est un père de famille. Ces conditions de détention sont également décriées par ses pairs. L'État serait responsable pour tout ce qui lui arriverait, affirment les imams.
Si vous infligez des souffrances à des personnes responsables qui sont des pères de famille, entre autres, vous risquez de rallier également sa famille à sa cause et cela peut aboutir au terrorisme. On dirait qu'ils veulent nous piéger. Nous leur disons qu'on a bien compris leur jeu et nous ne l'accepterons pas. Nous n'accepterons jamais d'avoir peur face au terrorisme. Aujourd'hui, la Ligue des imams est très remontée contre l'État du Sénégal. Malgré les demandes de liberté provisoire et les démarches entreprises, les autorités semblent, selon les imams, ne pas être intéressées par cette affaire. Côté éducation, parlons de ce sit-in des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar devant la direction du COUD. Très remontés, ces étudiants réclament l'ouverture intégrale du campus ainsi que la démission du directeur de l'université qui, selon eux, ne fait pas convenablement son travail. Les précisions de Louis Tinassagna. C'est dans une atmosphère piquante que les étudiants ont bravé les grenades lacrymogènes et l'intimidation des forces de l'ordre pour faire montre de leur mécontentement. Ils réclament l'ouverture intégrale du campus et des mesures d'accompagnement pouvant leur permettre de vivre et d'étudier convenablement au sein de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le campus n'est pas ouvert aux étudiants, les restaurants ne sont pas ouverts, les étudiants sont venus faire examen. Il y a certains qui passent la nuit dans les amphis, il y a certains qui passent la nuit sur les bancs, il y a d'autres qui passent des nuits dans des conditions extrêmement difficile. Alors c'est pourquoi aujourd'hui nous avons demandé à ce que le campus soit ouvert et parler aussi avec le directeur du COUD, parler avec la directrice de la cité Claudel, parce que ce que nous sommes en train de voir n'honore pas l'université en tant que telle. On est en train d'assister à une désacralisation de l'espace universitaire, on est en train d'assister à une politisation quand même des logements sociaux. Et pour cela, nous sommes descendus sur le terrain, que d'ici lundi, si le campus n'est pas fonctionnel, si les réseaux ne sont pas fonctionnels, toutes les chambres seront défoncées et mises à la disposition des étudiants qui en ont besoin présentement. Un comportement des étudiants peu compris par la direction du COUD qui a déclaré avoir expliqué aux pensionnaires de l'UCAD les motifs des lenteurs des travaux. Ainsi alors, le COUD promet d'ouvrir progressivement les cités universitaires en attendant que la question de la restauration trouve solution. À cause de cette désarticulation, là, le COUD est obligé de suivre le calendrier pédagogique jusqu'à empiéter sur les vacances qui sont indispensables pour la réhabilitation et la rénovation des locaux, des pavillons pour pouvoir accueillir de nouveau les étudiants. Et en plus, vous savez, un restaurant qui fonctionne à feu continu pendant 10 mois a besoin d'être arrêté et d'être révisé, de voir les conduits de gaz, les conduits d'électricité, etc., etc. On leur demande tout simplement de patienter parce qu'on est, si je peux le dire, au bout du tunnel. Les étudiants promettent ainsi de revenir à la charge dès lundi si toutefois leurs revendications ne sont pas prises en compte. Côté politique, Ousmane Sonko et compagnie, regroupés au sein de la Force de l'Espoir, ont fait face à la presse ce matin pour commenter le passage du Premier ministre à l'Assemblée nationale. Le leader de PASTEF se dit très déçu donc par les réponses apportées par Mohamed Boun Abdallah Dionne. Selon lui, l'hémicycle ne mérite pas son budget de 16 milliards de francs CFA qui lui est alloué. Pape Ousmane Cissé. Après le passage du Premier ministre à l'Assemblée nationale, place aux commentaires. Sonko et compagnie regroupés au sein de la Force de l'Espoir ont tenu à apporter des précisions sur les faits notés lors des débats à l'hémicycle. Certains ont titré que nous avons été interdits d'accéder à l'hémicycle, ce qui est tout à fait faux. Nous sommes entrés, nous avons passé 2 heures de temps à l'hémicycle et nous avons suivi. Donc là, ceux qui ont écrit que Sonko a été interdit d'entrer dans l'hémicycle n'ont pas eu la bonne information et ils auraient pu au moins vérifier puisque nous sommes très accessibles. Tous les journalistes nous appellent, posent des questions et nous répondons. Nous n'avons pas de problème par rapport à ça. L'autre information qui a été donnée et qui n'est pas exacte, c'est que nous avons été chassés de l'hémicycle par des soi-disant militants de l'APR. Ce n'est pas vrai. Les militants de l'APR, je les ai aperçus de très loin. Dans le fond des discussions, Ousmane Sonko se dit déçu des réponses apportées sur les interrogations soulevées. 65% n'appartient pas déjà au Sénégal. Ça appartient à l'entreprise. Il vous reste combien? 35%. On vous dit que dans ces 35%-là, qui restent, l'État du Sénégal, pour les 35% qui restent,
l'État du Sénégal peut avoir entre 36 et 58% des 35% et pas des 100%, ou alors 35 et 60% selon qu'il s'agit de gaz ou de pétrole. 35%, 40% de 35%, c'est 14%. 14%, vous l'ajoutez aux 10%, ça vous fait combien? 24%. Où sont les 50% dont on parle? Il est d'avis que l'hémicycle ne mérite pas son budget. Cette Assemblée nationale ne mérite pas un budget de 16 milliards. 16 milliards donnés à une institution comme ça. Et je dis une fois de plus que ce n'est pas l'Assemblée nationale qui pose. L'Assemblée nationale doit être utile au pays. Mais les députés qui y sont, ces gens-là que j'ai vus hier, ils ne méritent pas un budget de 16 milliards, dont 8 milliards pour la masse salariale simplement. La Force de l'Espoir informe de l'apparition d'un ouvrage sur les contrats pétroliers dans les prochains jours. La nomination de Samba Bathily au Haut Conseil des collectivités territoriales divise les membres de Bokk Gis Gis. Certains s'attendaient à ce qu'il soit sanctionné lors de la réunion du comité directeur, mais il n'en est rien. Le maire de Ouakam reste catégorique. Il va bel et bien siéger au H2CT et cela n'engage que lui. Fatou Bintou Diagne. Rien ne va entre le maire de Ouakam et sa formation politique. Il ne parle plus le même langage. Samba Bathily Diallo a décidé de siéger au Haut Conseil des collectivités territoriales. Ça a été un poste dédié au parti. C'est un poste qui m'a été dédié en tant que Samba Bathily Diallo et autres. Et que j'ai assumé. J'ai assumé de me représenter, d'en faire partie de ce comité. Il a eu la commune, il a eu la confiance des Ouakamois. S'il doit aujourd'hui aller représenter Ouakam dans une institution, je pense qu'il n'a pas de problème et que tous les Ouakamois aujourd'hui sont d'accord et sont pour qu'il nous représente dans le Haut Conseil des collectivités. Cette nomination sème la discorde au sein de Bokk Gis Gis. Les membres déclarent que cette décision n'engage nullement le parti. Il n'y a pas de remous. Je crois que nullement, parce que c'est une décision personnelle. Et je crois que l'explication ne peut être plus limpide que celle donnée par l'intéressé qui a engagé sa personne. Je ne peux pas accepter aujourd'hui ce qui s'est passé dans les médias la semaine dernière, que Moussa Diakhaté parle au nom de Bokk Gis Gis. Bokk Gis Gis n'a pas prononcé sur la nomination de Samba Bathily Diallo. Donc si Moussa Diakhaté aujourd'hui doit se prononcer pour dire qu'il est pour ou contre, il doit dire que moi, Moussa Diakhaté, je suis pour ou contre. Mais ce n'est pas le parti qui s'est engagé. Toutefois, le porte-parole du parti indexe le pouvoir qui tenterait de les diviser, chose qui n'est pas près d'arriver. Maintenant, nous, de Bokk Gis Gis, nous l'avons dit, nous sommes un parti mature, un parti de démocratie, un parti qui sait gérer en interne ses préoccupations. Pour cela, de l'autre bord, qui pensait qu'aujourd'hui Bokk Gis allait éclater, ils vont encore patienter. D'aucuns pensent que le maire de Ouakam allait être sanctionné par le comité directeur de son parti, un point qui n'était pas inscrit à l'ordre du jour. Toutefois, le haut conseiller affirme que certains de ses camarades l'ont déjà félicité, mais pas son leader. Dans le cadre de la promotion de l'équité et de l'inclusion, les objectifs de développement durable placent au centre de leurs attentions les plus marginalisés tels que les handicapés. Ces ODD demandent au gouvernement de s'engager pour offrir un milieu de vie adéquat à cette couche afin de mieux sensibiliser les médias et les réseaux des femmes sur l'importance de l'inclusion sociale des handicapés. Sight Savers et Cause ont animé un atelier ce matin et c'était en présence de Fatim Lo. Environ 15% de la population mondiale vit avec un handicap. Dans certains pays, surtout ceux d'Afrique, ces handicapés n'ont pas un accès égal à l'éducation, aux soins de santé, à l'emploi, entre autres. Pour un développement durable, il faudrait sensibiliser la population afin de combattre l'exclusion sociale des handicapés. C'est tout le sens de cet atelier. Cet atelier a été organisé pour sensibiliser naturellement les professionnels de la communication, mais aussi les personnes handicapées qui sont membres du comité des femmes, les sensibiliser sur le lien qu'il y a entre la convention relative aux droits des personnes handicapées, le lien qu'il y a entre la convention et les ODD. Afin d'atteindre les ODD, objectifs de développement durable, les gouvernements doivent s'engager à promouvoir des politiques de développement durable qui soutiennent un milieu de vie sûr et sain pour tous, particulièrement pour les handicapés. Montrer
que quand on parle de droit, il y a en tout cas ceux qui sont responsables de ces droits. Et le principal responsable de ces droits, c'est l'État. Mais on ne peut pas parler de l'approche fondée sur les droits si on ne met pas en avant le principe de la participation. Participation pour l'autonomisation. Il est vain d'imaginer en tout cas un développement sans la participation des citoyens. Et depuis 2015, les ODD citent nommément les personnes handicapées sur plusieurs aspects. On ne peut pas atteindre ces objectifs si on met à l'écart 15% de la population mondiale. La discrimination envers les personnes handicapées est le résultat d'incompréhension et d'un manque de sensibilisation. Informer les médias et les réseaux des femmes sur le rôle important que jouent les handicapés dans le développement et dans l'atteinte des ODD peut aider à promouvoir l'équité et l'inclusion des handicapés dans la société. L'hôpital de Saint-Louis voit son plateau relevé grâce à un important don de matériel médical, un geste placé dans le cadre de la coopération entre les villes de Saint-Louis, du Sénégal et de Toulouse. Ce partenariat sera élargi à l'éducation, l'assainissement et la culture. Un reportage signé Gambiagne. La ville de Toulouse, de la France et celle de Saint-Louis du Sénégal veulent redynamiser leur jumelage. Et c'est l'hôpital régional de Saint-Louis qui se frotte les mains déjà. Ils ont eu à faire une action très importante, c'est-à-dire rassembler un conteneur d'équipement médical qui, dans le conteneur, comme vous le savez, comporte un équipement de qualité, mais également un équipement de pointe. Nous pouvons enregistrer effectivement un nasofibroscope qui n'existe pas ici, mais également des colposcopes. Aujourd'hui, il faut dire que ça entre dans le cadre du relèvement du plateau technique de l'hôpital et ça permet de prendre en charge correctement la santé des populations saint-louisiennes et généralement la population sénégalaise. Et donc, il faut dire que nous sommes très honorés et nous sommes très contents. Mais ce n'est pas que la santé des Saint-Louisiens dont on s'occupe dans ce partenariat. Nous avons demain le lancement officiel de 4 quartiers sur lesquels on va investir en assainissement. Au niveau de l'université, où on va voir aussi ce qu'on peut mettre en place. Au niveau social, avec des crèches et avec des liaisons avec une école primaire, avec également des échanges culturels. Donc on a un gros plateau. La mairie de Saint-Louis magnifie les actes posés par les Français. Et il y a eu toujours des échanges entre les médecins des deux hôpitaux. Et présentement, nous avons 2 médecins de l'hôpital de Saint-Louis au niveau de Toulouse. Et nous pensons bien que ce partenariat va continuer et va se formaliser d'après ce qu'on vient de sortir, ce qu'on vient de décider ici. Nous allons essayer de formaliser ce partenariat en plus de celui qu'il y a entre la ville de Lille et la ville de Saint-Louis. Le conteneur offert par les Toulousains est considéré non pas comme un don, mais comme un cadeau selon la chargée de la redynamisation du partenariat. 23 millions de francs CFA ont été injectés à l'école Baragay de Anne-Belair, une initiative de la mairie de la commune et celle de Fos-sur-Mer. L'établissement a été rénové, le sanitaire va se faire vers le mois de mars. Ce jumelage entre les deux villes a permis de doter l'école de 170 tables bancs, de photocopieuses, cahiers entre autres. Ndeye Aram Touré. L'école Baragay de Anne-Belair a été choisie pour ses excellents résultats durant l'année scolaire écoulée. Plus de 90% de réussite. La municipalité de la localité et celle de Fos-sur-Mer ont décidé d'encourager les potaches et les responsables de l'établissement en améliorant les conditions d'études des élèves. C'est 170 tables bancs qui a été remise à l'école Baragay. Le choix de l'école en avait besoin. Je pense que les critères étaient là. Mais surtout, en fait, c'est une action. Il est prévu, je crois, en mars ou avril 2017, déjà la réhabilitation des toilettes. Vous avez pu voir des photocopieuses qui ont un intrant quand même de taille pour le résultat scolaire. Vous avez vu les fournitures scolaires donc remis. Je pense qu'il faut inclure les tables bancs. On est autour de 23 millions de francs CFA. Cela fait 3 ans que les deux villes ont mis en place un comité de jumelage, un partenariat fructueux pour les deux parties. L'adjointe au maire de Fos affirme qu'ils ne s'arrêteront pas en si bon chemin. On a commencé par le domaine du sport
Et on s'est aperçu qu'il y avait aussi d'autres domaines plus importants que le sport. Donc on s'est dirigé vers le domaine des écoles. Je me suis aperçu qu'il y avait aussi d'autres domaines encore plus urgents qui étaient dans le domaine de la santé. Donc nous allons essayer de travailler sur plusieurs projets en même temps. Le directeur de l'école Baragay se réjouit des efforts des deux municipalités. Le matériel scolaire se fait toujours désirer dans nos écoles élémentaires. Alors, donc, des amis qui viennent vous offrir une valeur de 4 millions de francs en table-banc, 172 table-banc, c'est dire que ces amis-là améliorent considérablement les conditions de travail de nos élèves. La cérémonie de remise de matériel scolaire s'est déroulée en présence de notables et autres responsables de Hann Bel-Air. L'édile de la commune compte poursuivre ses efforts. D'autres établissements seront appuyés dans ce sens. Prenez la paix et le retour aux valeurs fondamentales telles qu'enseignées par Cheikh Ibrahima Niasse. C'est tout le sens de la journée dédiée à la paix initiée par ses disciples réunis autour de Cissé Baye. La date du 30 octobre est retenue pour célébrer cet événement. Adja Antadja. La ilaha illahu wal malaika wa ulul ilmi qa'ima bil qisti. Promouvoir la paix et l'islam à travers l'enseignement de Cheikh al-Islam Baye Niasse, tel est l'objectif du mouvement Jamiyatu Ahli Hikmatou. C'est Baye Niasse qui, des années 58 pour l'indépendance de la sous-région ouest-africaine, a été parmi les premiers à dire nous voulons notre indépendance. Mais c'est Baye Niasse qui a pu couper toutes les frontières entre les États d'Afrique par le pont de la Faïda Tidjaniya, par le biais de l'islam. Il a pu réunir des races, des ennemis qui s'entre-déchiraient et qui vivaient dans une société de troubles. Grâce à Baye Niasse, l'islam a vécu. Les organisateurs se sont fixés comme objectif d'aider les jeunes à changer leur comportement. Nous espérons, aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger, les gens, les hommes et les femmes prendront conscience de cet intérêt-là. Il s'agit de protéger le bien, de protéger nos économies et d'éviter de saccager le bien à la conscience universelle. C'est tout simplement les résultats attendus. Une initiative saluée par ces historiens. Selon eux, l'islam est une source féconde de bonheur. Que ces jeunes lancent un appel à la jeunesse de son pays pour leur dire que nous devons œuvrer pour la paix, mais pour la droiture dans nos actes et faits, pour la pratique de l'islam pur, mais de l'islam enseigné par les anciens, l'islam de tolérance, l'islam de paix, l'islam de cohésion, l'islam d'entente, l'islam d'entraide, mais de travail et de sérieux. J'ai dit que c'est fascinant. La première édition de la journée dédiée à l'islam aura lieu ce dimanche au CICES. Les initiateurs de cet événement appellent à une forte mobilisation pour la réussite de cette manifestation. Et voilà ce qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes en notre compagnie.